Bienvenue sur Bretzel. Si je vous dis Men in Black, vous pensez directement au film avec Will Smith et Tommy Lee Jones. Et qui pourrait vous en vouloir? Clairement pas moi, vu que j'adore les films. En effet, si le film est connu de tous, l'histoire qui l'a inspiré l'est beaucoup moins. Souvent décrit par les témoins comme portant des vêtements passés de mode, étant blancs livides, sans sourcils ni cils, parlant de façon monotone et roulant dans des vieilles voitures, qu'ils soient des agents gouvernementaux ou encore des aliens, leur identité reste un mystère. Voici donc la véritable histoire des Men in Black. Le premier témoignage des hommes en noir remonte à 1947. Il est connu sous le nom de l'incident de l'île Maury. Ce jour-là, Harold Dahl était sur son bateau près de Tacoma et il affirme avoir vu 6 ovnis en forme de beignets voler au-dessus de son bateau et déverser des déchets toxiques sur la tête de son chien qui en serait mort et qui aurait également blessé son fils. Il aurait reçu le lendemain une visite de Men in Black habillé d'un costume noir et conduisant une Buick. Le Men in Black aurait demandé à Dahl de ne pas parler de ce qu'il a vu sous peine de représailles. Sauf que 10 ans plus tard, l'affaire éclate au grand jour quand il décide de rompre le silence et envoie son témoignage à Gray Barker qui le publiera. J'aime bien cet écrivain. Mais c'est pas un écrivain, Harold Dahl. Tu te fous de ma gueule, j'ai son bouquin sous le nez. Non, ça c'est Roald Dahl. Ah oui, en effet. En 1952, un féru d'ovnis du nom de Albert K. Bender fonde une organisation de recherche sur les ovnis, le Bureau international des soucoupes volantes. Non, je ne le dirai pas en anglais. Cette organisation rencontre beaucoup de succès et d'intérêt, et ce dernier avait fait une série de découvertes qui le menaient à croire qu'il avait résolu le mystère des ovnis. Mais alors que son article était prêt à être publié dans la prochaine revue de son magazine, il reçut la visite de 3 hommes en noir qui avaient déjà lu l'article en question. À la suite de cette visite, l'article ne fut pas publié et l'organisation fut fermée par Bender, qui s'est retiré par la suite du monde des ovnis. Mais quelques années plus tard, il a publié un livre sur cette mystérieuse rencontre du nom de Soucoupe volante et les 3 hommes. Un autre témoignage plus célèbre est celui de Jim Templeton en 1964. Ce témoignage, qui est aussi connu sous le nom du Solway Spaceman ou l'astronaute de Solway, a fait couler beaucoup d'encre. En effet, lors d'une sortie en famille, Jim Templeton photographie sa fille, seule au milieu d'un champ. Plus tard, quand il fait développer la pellicule, il s'aperçoit que sur une des photos, une silhouette apparaît derrière sa fille, ce que les adeptes d'OVNI vont identifier comme un astronaute. Quelque temps après, il reçoit la visite de 2 hommes en noir disant appartenir au gouvernement et s'identifiant comme numéro 9 et numéro 11. Après avoir interrogé Templeton, il lui demande de l'emmener sur des lieux où la photo a été prise. Et une fois sur place, il lui demande où il a vu le 2e astronaute. Quand Templeton répond qu'il n'en a vu qu'un seul, les hommes deviennent plus agressifs. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est que quelques heures après en Australie, un lancement de missile a été annulé suite à la présence de 2 hommes non identifiés dans une zone de lancement. Les techniciens qui étaient présents ont dit reconnaître l'homme de la photo de Templeton comme un des 2 hommes présents lors du lancement du missile. Et même si à part la photo, il n'y a pas de preuve de la présence des 2 hommes en Australie, il y a un lien entre les 2 événements. Le missile australien était un Blue Streak, et ces missiles ont été fabriqués tout près de l'endroit où a été prise la photo de Jim Templeton. Et tu trouves ça convaincant, toi? T'as 2 mecs qui se ressemblent, qui se pointent au même endroit à 1 heure d'écart et t'appelles ça une preuve? Alors en fait, Je te prie de fermer ta gueule et de passer au suivant. en 1967, Robert Richardson aurait percuté un ovni pendant qu'il conduisait de nuit, et selon ses dires, l'objet en question aurait disparu juste après l'impact. Il aurait trouvé un bout de métal qui selon lui viendrait de l'ovni. 2 semaines plus tard, les Men in Black lui auraient rendu visite et lui réclamaient le bout de métal. Et quand Richardson leur dit qu'il l'avait donné pour analyse, les Men in Black l'auraient menacé. Si vous voulez que votre femme reste aussi belle qu'elle l'est, vous feriez mieux de le récupérer. Après cette visite, il ne les a plus jamais revus. New Jersey 1968. Un chercheur d'OVNI du nom de Jack Robinson affirme avoir été traqué par des Men in Black et qu'un jour en entrant dans son appartement, il semblait avoir été fouillé. Quelque temps après, des amis de l'ufologistes ont réussi à prendre un Men in Black en photo et c'est là l'une des rares preuves de leur existence. En 1967, le docteur Herbert Hopkins était en train d'étudier un incident d'OVNI quand il a reçu un coup de téléphone d'un homme s'identifiant comme membre d'une organisation d'OVNI. Ce dernier lui demanda s'il était seul et s'il pouvait venir voir ses recherches. Hopkins lui dit que oui, et le temps qu'il aille allumer la lumière de la porte d'entrée, le Men in Black était déjà là. Mais il avait un téléphone portable, quoi. Ça n'existait pas à l'époque. Bien vu, gamine. Bien vu. Hopkins se décrit portant un costume noir étant chauve d'une couleur de peau blanche livide, sans sourcils ni cils et avec des lèvres rouges rubis. Il parlait de façon monotone et sans expression. Le Men in Black aurait sorti une pièce et lui aurait dit de la regarder. Et selon les témoignages d'Hopkins, c'est devenu argenté au lieu de cuivré, puis bleu et ensuite c'est devenu flou et puis ça a juste disparu lentement. Ensuite, l'homme lui aurait demandé de détruire ses recherches, ce qu'il aurait fait. Pour ceux qui ne connaissent pas Dan Aykroyd, un de ses rôles les plus célèbres est celui-là. Ce dernier étant un féru d'OVNI, il travaillait sur une série nommée Out There. Alors qu'il prenait une pause hors du plateau, il en aurait profité pour rappeler quelqu'un, et il aurait vu une voiture garée sur la route. Un homme noir en sortir et le regardait de travers. Dan regarda ailleurs pendant 1 seconde, et quand il se retourna, la voiture avait disparu, et l'homme aussi. Et 2 heures plus tard, on lui annonce que la série allait être annulée, et qu'aucun épisode n'allait être diffusé. Et ce alors même que tous les épisodes de la série avaient été tournés, et aucun n'a fuité depuis.
Chute du Niagara en 2008. Cette nuit-là, un directeur d'hôtel prend une pause à l'extérieur de son hôtel. Il aperçoit une lumière blanche et aveuglante. Il voit un triangle noir énorme faisant la taille d'un stade de football survoler l'hôtel sans un bruit. Quelques jours après, 2 hommes noirs sont venus dans l'hôtel et ont interrogé des gens de l'hôtel. Tous décrivent des personnages étranges, sans sourcils ni cils et ne clignant jamais des yeux. Et là, une vidéo fait office de preuve. On peut voir les 2 hommes entrer dans l'hôtel. Selon les témoignages officiels, les 2 hommes auraient interrogé une réceptionniste et le staff de l'hôtel, leur demandant où se trouvait le directeur. Et tous ont dit avoir ressenti une grande peur lors de cet interrogatoire. Et ta sœur, elle a eu peur? Non, mais l'origine de ces personnages pourrait provenir de Gray Barker, qui dans son livre « Ils en savaient trop sur les soucoupes volantes » introduisit pour la première fois la thématique des hommes en noir. Et c'est John Sherwood qui révéla que Gray Barker publiait dans son fanzine ufologique, sous forme d'articles, donc des faits présentés comme des événements réels, des textes qui au départ lui étaient soumis comme étant des nouvelles de science-fiction. Et c'est lui aussi qui a recueilli les premiers témoignages de Men in Black, et a littéralement créé le mythe. On peut donc sérieusement douter de la crédibilité de certains témoignages. Mais alors qui sont les Men in Black? Des agents du gouvernement ou des aliens? Ou encore le simple produit de l'imagination d'auteurs de science-fiction? Toujours est-il que les témoignages sont là et que des preuves existent. Voilà pour cette première chronique des légendes urbaines, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires des sujets que vous aimeriez voir dans une prochaine chronique. Sur ce, bye bye. Vous n'avez rien vu, rien entendu.